Salam alaikum. Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue au Salon international du livre. Bienvenue dans cet espace dédié à la Palestine. La Palestine, il sera justement question de la Palestine, du martyre du peuple palestinien, du génocide qui est pratiqué par l'entité sioniste à Gaza aujourd'hui, et pour évoquer également la manipulation médiatique du monde occidental d'une manière générale vis-à-vis de ce qui se passe aujourd'hui, cette tentation génocidaire que pratique l'entité sioniste sur tous les territoires palestiniens. Donc aujourd'hui avec Msaada est auteur, mais aussi analyste politique, va essayer de revenir avec nous sur le drame des Palestiniens à Gaza, mais également il va analyser comment les médias occidentaux essayent de cacher, de dissimuler le massacre des Palestiniens à Gaza. Ensuite, avec Saïd Bouamama, nous allons revenir également sur l'histoire de l'installation de la colonie de peuplement sur les territoires palestiniens. Monsieur Ahmed Ben Saada, bonsoir, bienvenue au Salon international du livre. Aujourd'hui, il y a un génocide à Gaza, un génocide qui ne peut être compris et envisagé sans évoquer l'histoire de la terreur qui est en quelque sorte le fondement même du sionisme aujourd'hui. Allô? Alors bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous et surtout discuter du martyre du peuple palestinien. L'histoire humaine nous a montré des choses atroces dans ce qui s'est passé dans des temps immémoriaux, mais actuellement, nous vivons un génocide qui est en direct sur nos télés et sur nos médias sociaux. Et cela se passe alors que tout le monde avait pensé que le 21e siècle serait un siècle où les valeurs humaines allaient être mises de l'avant. Et nous voyons actuellement que ce n'est pas du tout le cas, que bien au contraire, la sauvagerie et la barbarie humaine mènent ce monde. Juste pour rappel, actuellement, le décompte des morts dépasse les sous les bombes
régime génocidaire de l'État hébreu a dépassé les 40 000, le nombre de blessés a dépassé les 100 000, le nombre de familles complètement décimées, qui ont disparu complètement de l'état civil, 902. 82% des infrastructures de santé ont disparu, 9 dixièmes de la population razaoui a été déplacée. Le nombre de journalistes, ce qui est inimaginable, il y a au-delà de 130 journalistes qui ont été tués. Récemment, il y a eu une étude qui a été publiée par The Lancet, et ces chercheurs, en fait, remettent en question le nombre de tués. Et ils parlent actuellement, si on regarde au vu de toutes les destructions des bâtiments, que ça va dépasser les 180 000 normalement. Donc, nous assistons à un génocide et nous sommes impuissants. Nous regardons tout cela et toutes les manifestations qui ont eu lieu, toutes les prières n'ont pas encore été exaucées. Et si ça continue, le peuple palestinien risque de disparaître de la surface de la terre. Et nous devons en fait faire tout ce qui est dans notre mesure, dans notre possible, pour justement aider ce peuple palestinien contre la barbarie de l'État sioniste. Avec l'élection de Trump, on se demande qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr que les relations entre ce président américain et le boucher de Gaza, c'est-à-dire Netanyahou, tous les observateurs pensent que ça va aller encore pire. J'aimerais parler, en fait, j'aurais aimé que notre ami Michel Collomb soit là, oui. et donc il n'est pas venu pour des raisons personnelles, mais j'aimerais, en ce qui concerne tout ce qui est relatif à la propagande de guerre. Michel Collomb, dans ses vidéos et dans ses écrits, a cité 5 principes de propagande de guerre. Le premier principe, c'est cacher les intérêts. Alors, l'intérêt, quand on dit cacher les intérêts, c'est-à-dire Israël, quand elle bombarde Gaza, elle dit c'est parce que nous devons protéger l'État d'Israël, nous devons nous défendre. Si nous ne défendons pas, nous allons disparaître. Alors que le but recherché, ce n'est pas de se défendre. Le but recherché, c'est justement d'éradiquer le peuple palestinien ou de le faire complètement déplacer dans un autre pays, comme ça a été déjà commencé en 1948 lors de la création de l'État d'Israël. Le deuxième principe de guerre, c'est cacher l'histoire. L'histoire, si vous regardez les médias occidentaux, les médias mainstream, on dirait que l'histoire a commencé le 7 octobre 2023. Mais en fait, l'histoire a commencé bien avant. Et si on ne connaît pas l'histoire génocidaire qui a commencé dès 1948, avec des déplacements, avec des exactions et des tueries, on ne comprend pas ce qui s'est passé le 7 octobre. Parce que le 7 octobre, c'est une révolte d'un peuple comme la révolte du peuple algérien pendant sa guerre de libération. Je rappelle, puisque nous venons de fêter notre 70e anniversaire du début de la Révolution, que les Algériens aussi, nous avons été comme ça. Nous avons été colonisés pendant plus d'un siècle. Et lorsque le vent de la révolte s'est levé, nous avons eu notre indépendance. Donc nous espérons, et de tout cœur, que les Palestiniens puissent un jour recouvrer leur liberté. Troisième principe de propagande de guerre, c'est se faire passer pour des victimes. Les Israéliens se font passer pour des victimes, c'est-à-dire que les gens, les Palestiniens, les gens du Hamas et les autres, ils sont venus puis ils ont commis un génocide le 7 octobre, alors que ce n'est pas vrai. Ces gens-là ont le droit de se défendre, ont le droit de lutter pour la liberté de leur pays. Et l'histoire, comme je dis, n'a pas commencé le 7 octobre, l'histoire a commencé bien avant. Le quatrième principe de propagande de guerre, c'est diaboliser l'adversaire.
l'adversaire, c'est toujours le diable, c'est-à-dire le Hamas, les Palestiniens. Nous avons vu même des ministres, des gens de l'administration israélienne qui ont traité les Palestiniens comme étant des animaux. Donc, on les traite comme étant des sous-hommes et des sous-femmes. Mais plus encore, c'est qu'on ne les identifie pas. Dans les médias occidentaux, c'est un nombre. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a plus de 40 000. Alors, c'est enlever l'identité de la personne. C'est voulu. Ça fait partie de ce qu'on appelle des biais cognitifs qu'on essaye d'inculquer aux gens qui regardent les nouvelles. C'est-à-dire, nous parlons d'une masse qui n'a pas de nom, qui n'a pas de vie. Et par contre, lorsqu'on parle des Israéliens, du peu d'Israéliens qui ont été tués ou qui ont été kidnappés, on les montre avec leurs enfants, et on leur montre. Donc, ce sont des techniques qui sont utilisées justement par les médias en termes de propagande, et ça, vous allez le trouver dans la plupart des conflits. Finalement, le cinquième principe de propagande de guerre, c'est monopoliser et empêcher le débat. C'est-à-dire, on va toujours vous empêcher de débattre du sujet, c'est-à-dire de ramener des gens pour avoir des points de vue qui sont contraires et essayer de donner à l'auditeur, de donner aux spectateurs, de donner aux citoyens de penser au problème. Non, on va toujours essayer de... Vous voyez les plateaux, par exemple, sur LCI ou CNews, ils parlent tous de la même façon, il n'y a jamais de contradiction, il n'y a jamais de personnes qui vont nous donner le point de vue des Palestiniens, mais on aura toujours le point de vue des Israéliens. Et donc, soit on monopolise le débat, soit on empêche le débat. Alors vous voyez, à chaque jour, il y a des personnes qui sont en France, par exemple, qui sont emprisonnées parce qu'elles ont osé avoir un drapeau, osé poster, faire un post sur Twitter ou sur Facebook qui défend la Palestine. Et ça, c'est ce qu'on appelle empêcher le débat. On empêche ce débat-là pour justement essayer de déformer la réalité, de déformer l'information. Et tout ce qui se passe à la télé ou à la radio occidentale, c'est fait dans ce sens-là, c'est-à-dire c'est fait c'est fait sciemment, ça a été calculé pour justement avoir des sentiments négatifs pour les Palestiniens et positifs pour les Israéliens. Mais en fait, c'est à nous, les médias non occidentaux, de porter la voix des Palestiniens, parce que, en fait, la cause palestinienne n'est pas une cause arabe, n'est pas une cause musulmane, c'est une cause humanitaire, c'est une cause juste qui dépasse le cadre de toutes ces, ces agglomérations, ces appartenances ethniques ou autre chose. La cause palestinienne est une cause juste, comme la cause algérienne a été une cause juste. C'est une cause qui recommande justement au peuple palestinien de se battre pour recouvrer son territoire et sa liberté. Merci. Merci, Si Ahmed Ben Saada. Je rappelle que vous avez évoqué donc la situation qui prévaut actuellement à Gaza, mais aussi les principes de propagande de guerre, ainsi que les techniques qu'utilisent aujourd'hui les médias occidentaux pour justement permettre à cette propagande de couvrir pratiquement toute la planète, parce que c'est une grosse machine de manipulation qui a été mise en place par les plus grands médias du monde aujourd'hui. Et nous allons poursuivre avec Saïd Bouamama. Saïd Bouamama qui est sociologue, militant associatif, anti-colonialiste, anti-impérialiste. Saïd Bouamama qui vient d'ailleurs de publier un nouveau livre sur la Palestine, manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient au cœur des contradictions du monde. Saïd Bouamama, bonsoir, bienvenue au Salon international du livre. Est-ce que vous pouvez revenir avec nous sur justement l'histoire de cette colonie de peuplement
euh, qui, fait, qui fait des ravages aujourd'hui, ou bien qui justifie la barbarie sioniste en Palestine. Oui, bien sûr. Est-ce que je peux me permettre de compléter ce qu'a dit Bien sûr. M. Ben Saada sur la question de la propagande nucléaire? Parce qu'il se trouve que nous avons mis au travail une équipe à Investigation, donc qui est la maison d'édition qui publie mon dernier livre, une équipe de 10 personnes qui ont travaillé quasiment à temps plein pendant près de 6 mois en lisant le maximum de choses, c'est-à-dire de très nombreux, la plupart des grands médias mainstream, les médias israéliens, etc., sur les fameuses barbaries de la résistance palestinienne le 7 octobre. L'ouvrage qu'on devrait présenter ici, c'était Michel Colomb qui devait l'amener, mais il n'a pas pu venir, donc on le présentera à un autre moment, va donner les résultats de cette enquête. Alors, juste pour indiquer, les 3 principales accusations. L'accusation, qui n'est pas n'importe laquelle, d'avoir égorgé 40 bébés, rappelez-vous. Ce n'est pas un hasard que le terme égorgement apparaît, c'est pour renvoyer à Al-Qaïda, c'est ça qu'il y avait derrière, c'est jouer sur les imaginaires pour provoquer de la peur. Nous avons tout simplement demandé à un ami démographe de nous dire si c'était possible, compte tenu du territoire dans lequel on nous affirme qu'il y a eu ces 40 bébés égorgés. En réalité, le nombre d'habitants rend impossible. Il aurait fallu qu'il y ait 40 femmes qui, la même année, et compte tenu du nombre d'habitants, c'est tout simplement impossible. Donc on est sur un mensonge avéré. Sur la question des viols, on a été regarder l'ensemble des témoignages qui étaient présentés par la presse israélienne sur les viols. Eh bien, vous serez surpris, il n'y a aucune femme qui intervient pour dire qu'elle a été victime d'un viol. Ça n'est que des hommes. Et même, on a des témoignages de femmes qui viennent démentir en disant « Mais pourquoi vous me salissez? Il n'y a pas eu de viol. J'ai été pris en otage, etc. » Sur la question des destructions qui ont tué des civils, la même chose. Il y a beaucoup à la télévision algérienne qui montrent la réalité là-bas. Regardez le trou des balles, enfin le trou dans les murs. C'est impossible pour des gens qui sont entrés en Israël par l'intermédiaire de motos ou par l'intermédiaire d'ULM. On a tout juste de quoi emmener une Kalachnikov, mais pas de quoi faire les gros trous qu'on nous montre dans les maisons. Bref, on a affaire, tu as raison, une nouvelle fois, à toute une série de médias mensonges. Comment est-il possible aujourd'hui qu'il y ait un massacre, un génocide d'une telle ampleur, continuer sur un temps aussi long que plus d'une année, avec une impunité totale et le soutien des principes de puissance? À cette question, je pense qu'il faut faire un peu de recul. Il faut prendre un peu de recul. Et je voudrais d'abord rappeler la spécificité de la colonisation sioniste, en quoi elle est spécifique et en quoi elle ressemble aux autres colonisations. Pour bien saisir cela, il faut avoir en tête que si toutes les colonisations ont des points communs, elles ont aussi quelques traits distinctifs. Rapidement, on peut diviser les différentes colonisations en 4 grandes catégories. L'exploitation, qui ne vise pas de transformer le peuple. On vient pour exploiter la main-d'œuvre et les minerais de beaucoup de colonies d'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas énormément d'Européens ou énormément de colonisateurs qui viennent. On vient juste pour exploiter. Second type de colonisation, la colonisation comme le connaît la Palestine. Il y a autant de ressemblance entre la lutte de libération nationale du je vous décris cela, c'est ce que j'ai appelé colonisation colonialiste, pas assez puissant pour coloniser pour son propre compte, et il colonise au nom de toutes les autres puissances. Ça a été le cas des colonisations portugaises, dans lesquelles les capitaux investis dans les colonies portugaises n'étaient pas, contrairement à l'Algérie où il n'y avait que des capitaux français, c'était des capitaux allemands, des capitaux états-uniens, des capitaux des différents pays. Eh bien, la colonisation sioniste est aussi une colonisation collective. Elle s'est constituée
au nom des intérêts d'un certain nombre d'États qui soutiennent aujourd'hui l'État d'Israël malgré le génocide. Et puis quatrième élément de typologie, la colonisation sioniste proprement dit, qui a les éléments de la colonisation de peuplement, plus ceux de la colonisation collective, mais qui rajoute une dimension qui est que ce n'est pas un État qui colonise, c'est la création d'un État artificiel. Et là, on est au cœur de ce que c'est que le sionisme. Le sionisme a pu passer d'un projet d'utopiste qui était extrêmement minoritaire à une réalité étatique, tout simplement parce qu'il y a eu la rencontre du mouvement sioniste et d'un impérialisme hégémonique à l'époque, qui était l'impérialisme britannique, qui avait intérêt à ce qu'il y ait la création d'un État vassal dans la région pour contrôler la région. Pourquoi contrôler la région? Parce que ça explique le drame du peuple palestinien. Nous sommes dans, sans doute, le nœud stratégique essentiel du monde. Nous sommes dans un territoire qui fait intersection entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Stratégiquement, ça veut dire que, et c'est pour cela que, y compris les croisades, il faut les relire au regard de cet enjeu de flux commerciaux et de contrôle de la région. Vous imaginez que la découverte du pétrole est venue rajouter une couche d'intérêt, mais c'était bien avant la découverte du pétrole que cette région était déjà immensément stratégique. Autrement dit, Israël est un outil de gestion de la région pour un certain nombre de grandes puissances, et ça explique l'ampleur du soutien. Alors, quel lien avec le génocide? Eh bien, tout simplement parce que toute colonisation de peuplement est tendanciellement génocidaire. Ce qui fait que la tendance devient totale, se réalise totalement, c'est l'état du rapport de force, c'est l'état de la résistance, c'est l'état du continent où le génocide en cours. Euh, la même histoire. Après la tiers de l'Algérienne qui a été exterminée. Énorme, ce qui veut dire que le génocide est exactement la même l'Algérie avait beaucoup d'enfants, des formes de résistance face à la colonisation de peuplement, et on retrouve la même chose aujourd'hui en Palestine. Tout ça, j'en tire une première conclusion, c'est que il ne faut pas être étonné du génocide en Palestine. Il est structurellement lié au sionisme et à la colonisation sioniste. D'ailleurs, et c'est ce que je démontre je tente de démontrer dans le dernier ouvrage, si l'on va regarder les débats à l'intérieur du mouvement sioniste, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, la question du déplacement massif, voire de la destruction du peuple palestinien, est ouvertement débattue. Elle est débattue dans les congrès mondiaux. Les non à leur frappe sans terre pour une terre sans peuple, ils n'y ont jamais cru, bien entendu, ils l'ont vu à l'extérieur, mais ils n'y croyaient pas. Et je cite toute une série de lequel on parle soit l'importation, soit la destruction physique. Autrement dit, et c'est la conclusion que je tirerai sur cette seconde idée, autrement dit, nous faisons une erreur à chaque fois que nous mettons en avant le génocide actuel comme étant l'œuvre d'un fou, Netanyahou. Netanyahou n'est que le énième après beaucoup d'autres, peut-être qu'il va plus loin, mais c'est en réalité un résultat de la logique sioniste. Dernière idée que je voudrais souligner, la multiplicité des formes de génocide aujourd'hui en Palestine. D'abord, comme ça a été dit auparavant, nous ne sommes pas devant le premier génocide. Avant même 1948, la logique de répression du pouvoir mandataire britannique avec l'alliance des mouvements sionistes, je vous rappelle que la Palestine n'était pas encore indépendante et les groupes armés sionistes étaient armés par l'armée britannique pour réprimer la grande révolte arabe palestinienne de 1936, celle où on a
des groupes qui étaient soutenus par l'armée britannique. Donc on a une récurrence des massacres depuis 1936 jusqu'à aujourd'hui. En tant que chercheur en sciences sociales, je sais que les récurrences, on se pose toujours la question, ces récurrences, ça veut dire tout simplement que le génocide n'est pas le fait de tel ou tel gouvernement, d'un sionisme de droite et qui souhaite un sionisme de gauche ou une colonisation. D'appartenance à une nation. Ça n'est pas pour rien qu'on a appuyé les Palestiniens dans une condition juridique complètement différente. Les Palestiniens de 48 dépendent d'un certain nombre de lois qui pour les Palestiniens qui sont à l'extérieur dans des camps de réfugiés. On essaye de casser l'identité commune et ça a été dit tel quel. Technique, vraiment. Une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, ça a été justement la prise en charge de la bataille identitaire et culturelle par la résistance palestinienne. Une des premières choses qui a été faite dans les camps, c'était de travailler pour que les enfants de Palestine, réfugiés à l'extérieur, au Liban, Jordanie, etc., n'oublient pas leur culture, n'oublient pas leur identité, parce qu'ils avaient pris conscience que c'était ça l'objectif qui était visé. Mais la bataille va beaucoup plus loin, puisqu'elle s'inscrit également dans l'idée de faire disparaître toute trace du peuple palestinien en Palestine. Ça n'est pas pour rien et ce n'est pas par masochisme, ce n'est pas par folie que les sionistes attachent autant d'importance de renommer tous les sites palestiniens avec des noms d'origine hébraïque. Ce n'est pas pour rien qu'il y a destruction des oliviers, c'est bien cette idée de faire disparaître une mémoire, disparaître un peuple. Donc le génocide, il est à la fois physique, mais il est également culturel, identitaire. C'est un vrai projet d'effacer un peuple de la surface de la terre. Je terminerai en essayant de comprendre pourquoi il y a aujourd'hui une telle ampleur, puisque les massacres ont toujours existé, pourquoi ça s'accélère et ça prend une ampleur aussi importante. D'abord, parce qu'il faut prendre en compte la peur qu'a eu l'État d'Israël par la découverte de l'ampleur de l'opération militaire déluge el-Aqsa. C'est la plus grande opération militaire depuis 1948 de la résistance. Et c'est important de l'avoir en tête. Lui qui mettait en avant que la question palestinienne était réglée, lui qui considérait que les choses étaient réglées puisqu'on normalisait avec les pays arabes pour abandonner la résistance palestinienne. Et voilà que d'un seul coup, on a une réapparition de la résistance. Et je pense que l'ampleur du massacre est à la hauteur de la peur et de l'ampleur de la victoire aussi du peuple palestinien. Surtout que cette ampleur-là reflète en réalité une modification de l'état du monde aujourd'hui. Vous savez, dans des situations de disproportion militaire, lorsqu'un peuple colonisé se bat contre un État qui est beaucoup mieux armé, beaucoup mieux doté, etc., eh bien, les victoires du peuple colonisé viennent, la résistance ne cesse jamais. Par contre, la victoire, elle intervient quand? Elle intervient lorsqu'il y a rencontre entre la résistance d'un peuple et un contexte mondial qui est en voie d'évolution et qui est plus favorable à ce peuple. Et le monde est en train de changer. Aujourd'hui, on voit bien que les États-Unis et l'Union européenne sont confrontés à l'émergence d'un monde multipolaire. Et à l'évidence, cela est favorable à la résistance palestinienne. Et ça n'est pas un hasard si le 7 octobre apparaît dans ce nouveau monde, ce n'est pas apparu dans les années 90. C'est aussi parce que l'état du monde n'était pas le même. C'est donc la plus grande opération militaire depuis 1948, mais c'est également la démonstration de la maîtrise d'armes d'une autre époque. On n'est plus simplement avec le Fedayeen et sa Kalachnikov, on est aussi dans la maîtrise aujourd'hui d'un certain nombre d'armes sophistiquées, qui veut dire aussi qu'il y a un certain nombre d'aides à la résistance palestinienne, de la part de l'Iran, de la part d'autres États, qu'il n'y avait pas de manière aussi importante. Et puis, c'est l'ensemble de la résistance, contrairement à ce que les médias disent, et pas simplement le Hamas, c'est l'ensemble de la résistance, c'est la compréhension par la palestinienne, au-delà de ces divergences théoriques, idéologiques, de projets, etc., de la nécessité de l'unité. Ces trois facteurs sont pour moi des facteurs qui ont fait comprendre à l'État d'Israël que le monde était en train de changer, et donc d'où cette volonté de massacrer massivement pour indiquer au peuple palestinien, pour diffuser la panique, etc. Je terminerai juste avec deux mots de conclusion qui ont déjà été abordés tout à l'heure.
sur la question de l'ampleur des destructions, il y a un rapport de la CNUSED qui vient d'être publié qui évalue, retenez bien, à 350 ans le temps qu'il faudra pour retrouver l'équivalent du PIB de l'autorité palestinienne de 2022. 350 ans, c'est dire l'ampleur des destructions et du massacre. Et pourtant, malgré cette ampleur, et c'est un signe d'espoir, malgré cette ampleur, un des principaux buts de guerre de l'État d'Israël, qui était d'amener la population palestinienne à un état de désespoir tel qu'elle désavoue sa résistance, eh bien, les éléments que l'on dispose aujourd'hui, bien entendu, on ne peut pas être affirmatif complètement, on n'a pas de quoi faire une étude scientifique de ce type-là, mais l'ensemble des témoignages qui nous viennent de Palestine indiquent que plus que jamais le peuple palestinien soutient sa résistance. Merci Saïd Bouamama. Plus que jamais, le peuple palestinien soutient sa résistance. Vous avez expliqué à travers une démarche socio-historique les raisons de cette tentation génocidaire que pratique aujourd'hui l'entité sioniste à Gaza et dans tous les territoires palestiniens. Donc je pense qu'on va ouvrir le débat. Oui. بسم الله الحمد والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. تمنيت أنكم ذكرتم عناصر هامة جدا وهي لله الحمد والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. تمنيت أنكم ذكرتم عناصر من جملة هذه العناصر ما يسمى بالمهزلة أو l'hystérie antisémite. C'est une hystérie, c'est une guillotine، هي مقصلة لكل أوروبي ولا أي إنسان يتكلم عن مجزرة أو عن قتل أو عن تعسف يدعى ويتهم بأنه مضاد أو معادي للسامية antisémite كما يسمونه باللغة الفرنسية. هذه مذبحة تسلط على جميع الأمم وخاصة الدول الأوروبية، مهما كان وزير أو رئيس إذا تكلم وقال إن هذا إجرام يتهم بأنه مضاد للسامية. ما هي السامية؟ ليست ديانة ولا عرقية، إنما هي اللغات الخمس، ومن جملتها لغة القرآن العربية هي لغة سامية، واللغة الإثيوبية الحبشية سابقا هي لغة سامية. يا سيدي الكريم، سؤال يا اخي الخول ديبا ستان ديبا هذا ما لا سؤال كيستيون ريبونس. يعني قلت سؤال اطرح سؤال. قلت باللي انكم لم تتكلموا. خرجت على الموضوع لم هذا في اطار لا on parle pas du on parle du génocide à Gaza. جينوسيد المجزرة او الابادة في غزة لها سوابق، لها خلفيات. اولا واحد بلفور المشؤوم الاجرامي لم يكن من فراغ. حين جاءهم لورانس ضربي وهو جاسوس بعثته بريطانيا ويقال بأنه لقيط، فقاد الشيوخ العربية السعودية وما شابه ذلك ليقاتلوا من كان يساندهم. يا سيدي الكريم اطرح السؤال. هذا يدخل في باب المجزرة. هذه بداية المجزرة. هذه باعوا فلسطين كلها من أرض الحجاز، وجاءهم لورانس ضربي هذا العربي، لورانس العربية جاءهم ليقودهم، وهي داعش من دواعش السابقة. ثم جاءت بريطانيا، الانتداب البريطاني، وحطم فلسطين والشعب الفلسطيني وباع خلف، وهذا تمويل من أراضي الحجاز الذين يدعون بأنهم عرب ومسلمون. أبدا ليس لهم علاقة لا بالعربية ولا بالإسلام ولا بالإنسانية. ثانيا يا أخي الكريم on n'est pas là pour faire le procès de nos frères. نتكلم عن مسألة غزة. لا مسألة غزة راك تهضر على قضايا. لا هذه داخلة في المسألة. هذه داخلة في المسألة. لا إذن المجزرة الو نعم باغي نجاوبك.
الله يخليك. لا اصبح لي لا كمل. نجاوبك على السؤال اللي قلته. لا تسمي اسرائيل هو نبي عليه السلام. هذو جبناء خنازير، جبناء خنازير مجرمين إباديين. كيف نسميهم إسرائيل؟ إسرائيل نبي عليه السلام. هذا تنفخ عدوك، تنفخ فيه الروح وهو يقتل الجميع. ثانيا حين ذهب النتن إلى الكونغرس، ذهب النتن إلى الكونغرس، ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ قال لهم إنكم قتلتم الهنود الحمر. يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، وأنا يا خلاص خليه واحد يطرح سؤال واحد آخر. لا تحبون الحقيقة أنتم. لا تحبون الحقيقة. أنا لا أتكلم عن الحقيقة. حين ذهب الكونغرس ماذا قال لهم؟ قال لهم لقد أبدتم الشعب الأصيل، ما يسمونهم بالهنود الحمر، لزاباتشي، لزينوي. قال لهم قتلتم، وهو رجا قارود يرحمه الله قال لهم قتلتم 100 مليون. صحيح. ثم قال لهم لا تسألوني، هذا يقول الخنزير مثلا قالوا لا تسألوني ما قتلت سكان غزة. خلاص أعطي. وأنا لا تسألوني ماذا أفعل. شكرا. هذا لم تتكلموا عنه. هذه هات السؤال. Concerne le sujet, bien. Je ne sais pas qui peut répondre, mais moi, ma question, c'était de... Pour répondre tous les deux. tout C'est le pas un monde problème. dans Voilà. la salle. Hein. Mon interrogation sous-agente, mais jamais explicite. Pourquoi le Hamas, du moins sa branche militaire, décide cette action? Voilà. Est-ce que c'est lié au projet qui, bien sûr, Abraham, l'accord d'Abraham, qui sous-entend à terme la liquidation politique du Hamas, voire Hezbollah après? Merci. On va prendre deux autres questions. Oui. لا هذا قبلك. هذاك وبعدين. Allô, merci beaucoup. Pour répondre à monsieur, il n'avait pas totalement tort. ما خرجش على الموضوع، c'est-à-dire l'un des résultats de la révolution du 7 octobre, le déluge de octobre, c'est le chantage à l'antisémitisme qui ne tient plus la route. D'ailleurs, monsieur Collomb est l'un des victimes, qui a refusé d'être la victime du chantage à l'antisémitisme depuis qu'il s'est affiché avec des données, etc. etc. J'aimerais poser une question à M. Ben Saada. Oui. Comment on peut gagner un concours? Voilà ma question, elle est assez directe. Non, on va pas répondre. Et voilà. هنا- J'espère que vous avez هنا- la question, la réponse. لا لا هنا راك خادم. Mais il va répondre, سي أحمد. Je vais essayer de vous répondre. Ok. Moi, ma question, elle est toute simple. Puisqu'on a les pays européens qui se prônent de liberté, d'égalité, de fraternité, hein, comment se fait-il qu'aujourd'hui, d'ailleurs la France, qui est le pays de la liberté et de l'égalité, hein, connu avec toutes ses louanges, comment se fait-il qu'il n'y ait aucun pays, et surtout dans les pays arabes, ils n'interviennent pas? Ça me chamboule un petit peu. Alors que normalement, ça devrait être les premiers concernés, et surtout l'Égypte, qui est au niveau de la limite de la frontière. Donc comment se fait-il que tous ces pays, bon, on voit tout ce qui se passe actuellement avec la Russie, l'Ukraine, où on est un peu noyé on noie le poisson dans l'eau. Comment se fait-il que les pays justement puissantes, comme elles se disent, hein, aussi bien l'Espagne, enfin, je ne vais pas les citer tous, hein, comment se fait-il qu'il n'y a pas une seule intervention? On entend du blablabla, blablabla, blablabla sur les réseaux, tout ce que vous voulez,
Mais il n'y a aucun, il y a rien de concret, quoi. Merci. Voilà. Donc, il y a la première question. Saïd, le choix du 7 octobre. Je crois que pour comprendre le 7 octobre, il faut vraiment le situer dans le processus qui va de la fin des années 90 à 2024. En gros, on a connu une période qui a duré au moins 2 décennies, qui était une période avec la fin de l'Union soviétique, indépendamment de l'analyse qu'on pouvait faire de ce pays. Ce n'est pas ça qui est important. La fin de l'Union soviétique, c'est la fin de tous les équilibres issus de la Seconde Guerre mondiale, de tous les repères politiques, de tous les rapports de force issus de la Seconde Guerre mondiale et des luttes de décolonisation après dans les années 60. On a eu à ce moment-là, du côté des cercles dirigeants états-uniens, l'idée qu'on pouvait installer la puissance états-unienne mondiale pour des centaines d'années, mais que cela supposait des conditions, et en particulier les conditions qui consistaient à faire éclater les États qui, par leur surface territoriale, par leur potentialité économique et par les dynamiques politiques qui les constituaient, pouvaient être des contre-pouvoirs à cette hégémonie états-unienne. Et on a eu toute une série de guerres de balkanisation. On a eu les 2 guerres d'Irak, la guerre de Somalie, d'Afghanistan, de Syrie, etc. L'état du rapport de force à l'époque faisait que ces guerres, pendant 20 ans, les peuples n'ont fait que reculer. On n'a fait que perdre, on n'a fait que subir, parce qu'effectivement, c'était un rouleau compresseur et l'état du rapport de force ne permettait pas de réagir. L'impact de cela sur la résistance palestinienne, ça a été quoi? Eh bien, ça a été que, compte tenu de l'état du rapport de force mondial, la résistance palestinienne a été obligée d'accepter les accords d'Oslo, parce que les rapports de force ne permettaient pas autre chose. Et quand j'entends, moi, aujourd'hui, en Europe, certains donner des leçons aux Palestiniens en disant « vous n'auriez jamais dû faire ça », ils ont fait ce qui était possible compte tenu de l'état du rapport de force. Mais toute l'histoire de la résistance palestinienne indique que leur projet politique était un État palestinien démocratique et laïque, et non pas ces accords d'Oslo qui constituaient une entité palestinienne qui était structurellement dépendante, structurellement surveillée, contrôlée par l'État sioniste qui était à côté. Les accords d'Abraham sont venus, c'est une tentative de parachever cette disparition de la question palestinienne. Et il faut dire, ils ont failli réussir. La signature, les unes après les autres, d'accords de normalisation avec Israël faisait que la question palestinienne avait disparu de l'agenda politique mondiale. On ne parlait plus de la question palestinienne, ni à l'ONU, ni dans les médias, etc. L'opération du 7 octobre a été pensée comme étant une manière de briser cette possibilité d'éteindre la question palestinienne, de la faire disparaître. Et donc, je pense que c'est là la raison première. Je voudrais juste vous corriger, je pense qu'il faut qu'on fasse tous extrêmement attention. Ça n'est pas le Hamas qui a déclenché le 7 octobre. Le Hamas a été la force militaire principale, mais ils assument et ils sont les premiers à le dire et à le mettre. Et pourquoi le mettent-ils autant en avant ? Pour indiquer que ce n'est pas un problème d'une des forces de la résistance, mais l'ensemble du peuple palestinien. C'est un collectif de l'ensemble des groupes de résistance qui revendiquent le 7 octobre. C'est important de l'avoir en tête. La question, pourquoi on diabolise les soutiens? Donc tous ceux qui soutiennent la question palestinienne, on les taxe d'antisémitisme. Alors, d'abord, permettez-moi d'en sourire. L'histoire du mouvement sioniste, je vous disais tout à l'heure que jamais le mouvement sioniste n'a pensé pouvoir réussir son projet sans un parrain en termes de grande puissance. Et dans les parrains, eh bien, ils ont d'abord pensé au tsar de Russie, qui était le tsar antisémite, ouvertement, qui avait pratiqué les pogroms. Pour vous dire que le mouvement sioniste n'a jamais eu de problème avec l'antisémitisme. Rappelons également que pendant la Seconde Guerre mondiale, des accords ont été passés, je le détaille dans tout un chapitre de l'ouvrage, entre Adolf Hitler et le régime nazi et le mouvement sioniste pour permettre une immigration d'un certain nombre de juifs, l'Allemagne nazie étant intéressée, puisque c'était des juifs riches qui pouvaient immigrer. En échange, ils bloquaient leurs capitaux sur un compte et ils ne pouvaient acheter que des marchandises allemandes. Et c'était une manière pour le régime nazi de sortir du blocus. Il y avait un appel à boycotter les produits allemands. Et bien, grâce à cela, le mouvement sioniste a aidé l'Allemagne nazie à sortir de ce blocus. Et donc, l'accusation d'antisémitisme vise justement à éviter
que l'on puisse regarder le sionisme pour ce qu'il est. C'est-à-dire c'est la confusion entre antisémitisme et antisionisme. L'intérêt des grandes puissances pour le contrôle de la région est tel qu'effectivement, bien aujourd'hui, on a certains gouvernements qui vont très loin dans cette dimension-là. Par exemple, j'espère que ça ne passera pas, mais il y a un projet de loi qui va être déposé en France qui vise à assimiler toute critique antisioniste comme étant de l'antisémitisme. Si ça passe, le simple fait de critiquer l'État d'Israël sera analysé comme antisémitisme. Je pense que la véritable raison de cela, c'est l'ampleur des enjeux et de la fonction que joue Israël dans le contrôle de la région. La parole, Alors, j'aimerais répondre à la question concernant le prix Goncourt. Oui. En fait, quand il s'agit d'auteurs qui ne sont pas, disons, français de souche, donc des auteurs qui sont d'expression française, naturalisés, on demande un peu plus que de la dextérité dans l'écriture, dans le style. En fait, le prix Goncourt, le récent prix Goncourt, est un prix politique. Ce n'est pas parce que, en fait, il y a eu beaucoup d'études de linguistes et de spécialistes de la littérature dont je ne suis pas. Mais je lis ces gens-là et tout prête à croire que, disons, que ce prix n'est qu'un prix politique. Et si on regarde le cheminement de cet auteur-là, en fait, il a non seulement dénigré l'islam, dénigré les Arabes, dénigré ce que nous sommes, mais il y a aussi, d'un autre côté, il a prêté allégeance justement au lobby sioniste, le même sioniste. Alors je rappelle qu'il avait écrit un article en 2014, il avait dit « Ce pourquoi je ne suis pas solidaire avec les Palestiniens ». Il a écrit un article juste après le 7 octobre, il a écrit un article, une lettre à un Israélien que j'ai appris à détester, quelque chose comme ça. Et il a fait la postface d'un livre qui s'appelle Le Pogrom, 7 octobre, Pogrom. Donc cette allégeance justement au lobby sioniste n'est pas, disons, elle est liée justement à ce prix, à mon avis. Et je vais vous citer une petite anecdote. J'ai écrit un livre sur cet auteur en 2016, donc ça fait 8 ans que j'ai écrit un livre où j'ai analysé ses écrits, son idéologie. Et j'ai un ami français qui a fait ma préface et qui est très introduit dans le milieu de l'édition française. Et il l'a présenté carrément il a présenté mon livre à tous pas tous, mais une grande partie des grands éditeurs français. Tout le monde l'a refusé et la raison, qui n'est pas écrite, ils lui ont dit non, M. Bensouda s'est attaqué au lobby sioniste, on ne peut pas le publier. Vous comprenez? Donc, c'est clair que ce qui se passe actuellement en France, mais pas juste en France, dans tous les pays occidentaux, c'est que ces pays sont actuellement colonisés par Israël. C'est vraiment colonisé dans la mesure où toutes les lois qui vont être édictées, comme l'a signalé mon ami Saïd, vont dans le sens de la protection d'Israël. Pourquoi? Parce que avant, on pouvait utiliser les 5 principes de guerre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, c'est plus suffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas la télé. Les gens vont aller sur les médias sociaux et donc là, il y a un peu plus de liberté. Donc, il faut aller beaucoup plus loin. Par exemple, on a essayé d'interdire TikTok, on a essayé de l'acheter TikTok. Pourquoi? Parce que TikTok a été un média où disons, la sympathie envers le problème palestinien n'était pas chassée. Alors que dans beaucoup d'autres réseaux sociaux, on faisait la chasse aux propos qui sont pro-palestiniens ou anti-israéliens. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que, en fait, ce qui compte pour les prix littéraires, pour cette catégorie d'auteurs, ce n'est pas le style, mais beaucoup plus le contenu, le contenu, pas le style, mais le sujet sur lequel ils écrivent, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est leur allégeance au lobby sioniste, qui, lui, est très, très impliqué dans le domaine de l'édition, dans le domaine de l'information, etc. Voilà. Merci.
qu'il y a d'autres questions? Une question, Saïd Bouamama. Oui. Oui, simplement pour revenir sur ce que vous avez dit. Donc, Monsieur Ben Saada, vous dites que finalement, c'est l'entité sioniste qui, aujourd'hui, impose ces lois aux pays occidentaux et d'autres. Mais en même temps, Monsieur Bouamama, vous dites que c'est une politique coloniale occidentale pour avoir une mainmise. Est-ce que quelque chose est en train de changer? Est-ce que... Puisqu'effectivement, là, on est en train de, là, on est en train de changer de cap. Là. Il est clair que quand Netanyahou se rend à Washington et qu'il est reçu plus qu'un président états-unien, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Oui. Voilà. C'est Ahmed. Les deux. Alors, là où j'en suis de mes analyses et de mes enquêtes, ce que je pense, c'est que l'État d'Israël reste un État qui joue une fonction pour un certain nombre de grandes puissances compte tenu des enjeux de la région, ce qui ne veut pas dire, c'est dans toute relation de ce type-là, ce qui ne veut pas dire qu'Israël n'a pas d'autonomie relative et qu'elle ne joue pas sa propre stratégie également. C'est-à-dire qu'elle essaye bien entendu de maximiser les gains qu'Israël peut obtenir, sachant qu'Israël est vital pour un certain nombre de grandes puissances. Et donc, je pense que, par exemple, l'idée de tenter d'impliquer les États-Unis dans une guerre contre l'Iran ça c'est pas pris à Washington, ça c'est pris à Tel Aviv, et on essaye de jouer sur ce besoin d'Israël des grandes puissances pour enclencher des objectifs que les grandes puissances n'auraient pas fait dans l'immédiat. En tout cas, dont ça n'est pas l'intérêt immédiat. Donc je pense qu'il faut articuler ce lien de dépendance avec l'autonomie relative de l'État israélien. Alors, c'est vraiment pas une contradiction en fait, c'est que les deux travaillent de concert. C'est-à-dire, il y a en fait une population qui a été introduite dans la région, qui veut avoir son territoire, et en même temps, ceux qui les aident à s'établir ont aussi leur stratégie. Donc, ils font le travail de ces puissances, mais aussi ils ont leurs problèmes nationaux à eux. Ils veulent s'implanter dans cette région. Mais ce que j'aimerais dire aux Israéliens, c'est qu'on ne peut pas créer un pays où il y a qui est encerclé, vous comprenez, c'est-à-dire que on ne peut pas comprendre le fait que cet État est artificiel dans la région si on ne voit pas en fait, c'est un État qui est gardé 24 heures sur 24, qui est sous tension 24 heures sur 24, qui est entouré de barrières. C'est pas un État. Il n'y a aucun exemple d'État dans le monde qui vit cette vie-là, qui ne vit que pour faire la guerre, pour se défendre, et que vous avez vu aujourd'hui, des supporters sont allés à Amsterdam, ils se sont fait tabasser. Je veux dire, ce n'est pas un État. Et cet État-là, si je le dis, j'espère que je serai vivant, mais s'il y a un revirement, comme disait tout à l'heure mon ami Saïd, un revirement de géopolitique mondiale, par exemple avec les BRICS, qui, à mon avis, moi je suis très sceptique par rapport aux BRICS. Jusqu'à maintenant, ils n'ont pas montré le volet politique, ils ont montré un volet économique, mais le volet politique, ils ne l'ont pas encore montré. Mais s'il y a un revirement de situation, un affaiblissement de l'Occident, Israël va disparaître. C'est vraiment un État qui est artificiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions au niveau de la salle? Donc, j'ai une question à Saïd. Comment on peut expliquer aujourd'hui
dans un moment de décolonisation, en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, voilà que l'ONU soutient la création d'une colonie. Alors d'abord, il faut se rappeler ce qu'était l'ONU en 1945. L'essentiel des pays sont encore colonisés. Autrement dit, l'ONU ne représente pas l'humanité, ne représente pas le monde, puisque ne sont pas à l'ONU tous les pays qui sont encore colonisés. Imaginons simplement que l'ensemble des pays du monde, tels qu'ils étaient en 1945, avec l'état des sociétés, eh bien, jamais l'État d'Israël n'aurait pu avoir la majorité dans le vote. De surcroît, même en 1945, malgré le revirement de l'Union soviétique, qui depuis 1917 combattait le sionisme et qui là change de position pour reconnaître l'État d'Israël, dans l'idée que l'État d'Israël allait être pour lui une protection contre l'encerclement que visaient les pays visaient les USA et les pays de l'OTAN. C'est ça qui a fait basculer l'Union soviétique. Hein. C'est cette idée qu'il vaut mieux être bien avec un nouvel État comme Israël qui, dans la région, va avoir une position neutraliste. C'était une grosse erreur, mais c'était ça la position. Mais même en 1947, même en 1947, dans le livre, je compare l'ensemble des scrutins qui ont conduit à la création de l'État d'Israël. Eh bien, entre deux votes qui se séparent de 10 jours, le premier vote, la création n'est pas votée, l'idée du partage est minoritaire. Ça, c'est à la commission. Quand ça arrive 10 jours plus tard pour la décision, 10 États qui ont voté contre la création, contre la partition, votent pour. Et quels États? Soit des micro-États, soit des États entièrement dépendants. Et on a des pays qui ont changé complètement de position en 10 jours. C'est dire que c'est aussi les pressions des États-Unis. D'ailleurs, on retrouve des choses très similaires. Il y a eu au mois de septembre un vote sur les États qui reconnaissaient l'État palestinien. Eh bien, la géographie montre là la même chose. Parmi ceux qui ont voté, c'était la première résolution de l'autorité palestinienne à l'ONU qui était présentée. Parmi les États qui sont opposés à la résolution, eh bien, on a 10 micro-États des Caraïbes, etc. Donc on voit bien que ce sont des États dépendants, mais leur voix compte pour une voix. Eh bien, en 1945, ce sont aussi ce type d'États, plus des grands États, mais qui ont basculé sur pression états-unienne. Du côté, dès que les pays colonisés ont commencé à accéder à l'indépendance dans les années à partir de 56 pour le Ghana, enfin 55 pour le Ghana, et puis après toute la vague de décolonisation africaine, eh bien, le débat a commencé à changer à l'ONU, et on a commencé à voir fleurir les résolutions de soutien au peuple palestinien à l'Assemblée générale, mais pas au Conseil de sécurité, puisque l'Afrique n'est pas représentée au Conseil de sécurité, l'Asie est représentée que par la Chine, l'Amérique latine n'existe pas. Merci Saïd. J'ai une autre question de Ben Saïda. Est-ce que vous avez évoqué la manipulation médiatique en Occident? Est-ce que les États qui soutiennent aujourd'hui ouvertement le peuple palestinien ne sont pas dans le viseur justement des puissances occidentales, telles que l'Algérie, l'Iran? Exactement. On en a parlé très souvent du cas de l'Algérie, par exemple. L'Algérie est un soutien indéfectible de la cause palestinienne et on ne compte pas le nombre de problèmes qu'on lui pose, on ne compte pas toutes les menaces qu'elle doit faire face, que ce soit au sud, que ce soit à l'est, que ce soit à l'ouest. Vraiment, soutenir la cause palestinienne actuellement, soutenir des causes justes actuellement, par des pays comme le nôtre, qui sont des pays de la région, qui sont des pays en voie d'émergence, c'est très difficile, c'est vraiment très difficile, parce qu'ils subissent la foudre des grandes puissances, et tenir cet effort est très exigeant pour des pays comme les nôtres et d'autres pays, bien sûr. Nous voyons, par exemple, comment l'Iran est attaqué quasiment quotidiennement dans les médias occidentaux. D'ailleurs, si vous regardez les médias occidentaux,
les méchants, c'est qui? Ben, c'est la Chine, c'est la Russie et c'est l'Iran en général. Bon, la Corée du Nord aussi de temps en temps, mais c'est toujours les mêmes pays qui reviennent, parce que ce sont des pays qui font face ouvertement à l'hégémonie occidentale. Et dans les médias occidentaux, on les présente comme étant, comme je disais tout à l'heure, la diabolisation de ces gens-là, alors que nous savons actuellement que le développement des BRICS est beaucoup plus important que le développement des pays occidentaux, même en termes, je dirais même pas économiques, mais même en termes de publications universitaires, par exemple. La Chine a dépassé de très loin les publications universitaires des États-Unis, par exemple. Et on voit donc malgré tout cela, malgré ce développement fulgurant, on a vu la Chine comment elle s'est développée en ces 50 dernières années, malgré tout cela, on les présente toujours comme étant des pays à problème, etc. Alors que les vrais pays à problème, ce sont les pays occidentaux, en particulier la France, les États-Unis et l'Angleterre. Voilà. Vous lui posez une question? Merci beaucoup et merci pour les excellents conférenciers. Je suis absolument séduite et fascinée. Je reviens sur la question des pays qui soutiennent la Palestine. Je voulais simplement faire un petit rappel historique. Je n'ai pas la prétention d'être historien comme M. Boimema, mais rappelons-nous de la question des 5 pays Jebhat al-Sommad au Tassaddi. On y retrouvait l'Irak, le Yémen, la Syrie, la Libye et l'Algérie. Sur les 4, il y a eu, comme les 2 orateurs l'ont si bien, les 4 pays ont été détruits, presque démantelés. Et il y a toujours l'idée de diviser l'Irak en 3, la Syrie en 2, et le Yémen, qui a une position admirable et courageuse, a été bombardé même par la coalition des voisins soucieux de conquérir ses richesses. Mais ça a été un tel fiasco de voir des gens avec des F-24 et des F-35 contre des gens qui vont pieds nus avec une Genbia et qui ne les ont pas matés. Et ça, c'est un des éléments les plus rassurants. Et je dois dire que je vais souvent manifester pour la Palestine et travailler pour la Palestine, et avec l'UNRWA en Espagne, on se manifeste avec le drapeau palestinien et le drapeau yéméni. Merci. Voilà, je tiens à remercier Ahmed Ben Saada, auteur et analyste politique. Il a notamment écrit un livre remarquable, Arabesque américaine. Et je tiens à remercier également Saïd Bouamama, sociologue, militant associatif, anticolonialiste, qui vient d'écrire, je rappelle, son dernier livre, Manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient, au cœur des contradictions du monde, aux éditions Investic Action. Je tiens à vous remercier d'avoir donc assisté à cette conférence consacrée au génocide à Gaza. À très bientôt.